Mesdames et messieurs, bonjour. Mon Dieu, je me réjouis de pouvoir participer à ce débat devant un auditoire aussi technique et aussi bien informé. C'est toujours une épreuve un peu redoutable pour les sénateurs qui ne sont pas des techniciens. Alors nous allons essayer avec Jean-Claude de faire un duo ce matin. Notre débat, il touche une question essentielle de la réglementation thermique des bâtiments, puisque l'intégration d'un critère de CO2 dans cette réglementation non seulement renoue avec l'objectif essentiel de la lutte contre le changement climatique, mais aussi doit contribuer à la neutralité technologique de cette réglementation qui est essentielle pour l'incitation au développement industriel du secteur des produits pour le bâtiment. Le principe de base d'une transition énergétique intelligente qui minimise le code de l'adaptation, c'est que chaque cas doit pouvoir trouver la meilleure solution technique. Il faut donc que la réglementation pousse dans le sens souhaité, mais ne crée pas de biais en faveur de telle ou telle solution, car c'est la meilleure qui doit finalement rencontrer cette problématique. L'étude que nous conduisons actuellement avec Jean-Yves Ledéo sur les freins réglementaires en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment nous amène à rencontrer cette problématique à deux titres. D'abord, comme porteur de flambeau, la continuité des travaux qui ont déjà été faits à l'Office. En 2009, Claude Biraud et Christian Bataille avaient fait un rapport, l'Office étant un et indivisible dans la continuité, comme dit le formule, il est normal que nous assumions le suivi d'une recommandation qui n'a pas été suivie, en tout cas très partiellement, lors de la sortie de leur rapport. Ensuite, parce qu'un biais technologique constitue toujours une forme de frein et qu'à ce titre, une distorsion de traitement entre le gaz et l'électricité, notamment au niveau du moteur de calcul, génère un biais technologique. Sur le fond, je peux apporter quelques éléments nouveaux liés au contact pris dans le cadre de notre étude. La question de l'intégration d'une norme de CO2 dans la réglementation a été particulièrement évoquée lorsque nous nous sommes rendus à Bruxelles et notre rapport en rendra compte. Nous avons demandé aux fonctionnaires de la Commission européenne pourquoi la directive de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, ainsi que la proposition de refonte que la Commission a portée en 2008, mentionnait déjà un plafond de CO2. Et pourquoi celui-ci a disparu de la version finale de la directive 2010, qui met l'accent à l'horizon 2020 sur une consommation quasi nulle d'énergie primaire. La réponse était unanime et convergente. L'absence d'une mention d'une note complémentaire de CO2 dans la directive n'interdit nullement une introduction au niveau des réglementations nationales. Donc, on peut en conclure que le refus de mettre en place en France une norme de CO2 n'a jamais résulté d'une contrainte européenne, comme l'administration en charge a osé prétendre parfois, pas plus tard que lors de notre dernière audition du 13 février à l'Assemblée nationale. On ne peut donc que se réjouir de la proposition de mettre en place un label intégrant une norme CO2, car c'est une avancée dans un bon sens. Ceci dit, je voudrais faire trois remarques. Premièrement, le projet de label va bien au-delà du CO2. Il prend en compte, ainsi que des aspects purement environnementaux, sur le modèle presque imité des labels anglo-saxons. Il ne faudrait pas qu'avec ce nouveau label, le CO2 devienne un paramètre noyé parmi d'autres et affecté d'une faible pondération. Son rôle est d'équilibrer la norme d'énergie primaire. Deuxièmement, la prise en compte du CO2 laisse ouverte la question du comptage des émissions de CO2 pour l'électricité. Les théories des émissions marginales du CO2 pour l'électricité, dont certains protagonistes sont là aujourd'hui, visent à annihiler, parfois par des acrobaties intellectuelles, l'avantage évident que nous procure en France notre production à 85%
d'électricité décarbonée. Si on arrive à faire croire que l'électricité émet autant de CO2 que le gaz, l'effet correcteur du plafond de CO2 est bien sûr annulé. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard si vous en êtes d'accord. Enfin, troisièmement, avant de m'arrêter, on peut se demander si introduire un plafond de CO2 n'était pas un objectif intermédiaire qu'il faudrait dépasser aujourd'hui. L'avenir nous semble être à la mesure de la performance globale in situ, a posteriori. Or, un label reste encore un instrument de mesure conventionnel. On peut même se demander si une mesure de performance globale ne serait pas plus rééquilibrante qu'un label conventionnel, car ce serait par exemple une manière de mettre en valeur l'apport de la gestion active de l'énergie qui fonctionne à l'électricité et qui pilote même des systèmes à gaz. Je livre toutes ces réflexions avec conviction, tout en ayant le sentiment que ça ne peut concerner que des horizons à moyen terme. Et je m'arrête là en souhaitant que vous ayez, de par vos discussions, un enrichissement de nos travaux. Rebondir aussi sur la manière dont ce moteur de RT 2012 a été constitué. Je partirai de l'observation que tout raisonnement compliqué du calcul des émissions marginales de CO2 de l'électricité s'appuie sur les émissions de moments particuliers de la pointe de la demande de consommation de l'hiver. Bien sûr qu'il fallait que cette pointe soit introduite dans le moteur, mais quelle est l'importance de l'introduction de cette pointe de consommation de l'hiver lorsqu'on est comme nous actuellement qui sortons de l'hiver, comment je dirais bien, spectateurs de plusieurs hivers où il n'y a pas eu de pointe de consommation, quoi. Autrement dit, est-ce que ce critère de pointe de consommation est vraiment les choses sur lesquelles ils font s'appuyer? Et j'aurais voulu ajouter à cette remise en cause fondamentale du raisonnement une autre remarque. Pourquoi faut-il croire les gens qui prétendent décrire un avenir où la pointe de consommation d'hiver s'aggrave d'année en année, alors qu'il est clair, disent les météorologues et les spécialistes du climat, qu'on va plutôt vers une tendance au radoucissement des saisons? Alors je crois vraiment qu'une politique doit en rester à des bases solides, c'est-à-dire les données fournies par le passé immédiat, et c'est donc sur ces bases qu'il faudrait considérer le problème de la pointe de demande et se poser une question de bon sens. En quoi la réglementation thermique de la construction a-t-elle vraiment quelque chose à voir avec la pointe de la demande? Qu'il y ait un lien à travers l'installation de nouveaux appareils de chauffage, ça paraît évident, mais ce n'est pas là l'enjeu majeur. Pourquoi faudrait-il dramatiser ce lien comme s'il était la cause fondamentale de la pointe de consommation? Alors c'est dans ce cadre de ma réflexion que je voudrais ajouter 2 points. La gestion de la pointe de demande d'électricité constitue un problème en soi, c'est fait. Appelons une politique spécifique. La maîtrise de la consommation dans le bâtiment n'en est qu'un des aspects parmi d'autres. Deuxièmement, la prise en compte des bâtiments dans cette politique devrait se faire au niveau de l'ensemble du parc et pas seulement au niveau de la construction. Dès lors, on ne comprend pas forcément pourquoi il faudrait distordre la réglementation thermique comme s'il s'agissait du seul instrument pour gérer la pointe de demande d'électricité. Distordre, c'est-à-dire pénaliser non seulement l'effet Joule, mais aussi les pompes à chaleur et les autres systèmes de chauffage thermodynamique par le biais du refus de tout plafond d'émission de CO2. Si on en revient aux choses de bon sens, on voit que les 2 problèmes différents de la pointe de demande et de la neutralité de la réglementation thermique doivent être traités avec des instruments différents, adaptés à chacun d'eux. Pour chaque objectif, il faudrait donc 2 instruments. Et je m'arrête là, Président, en ayant introduit un débat que je sais polémique, mais sur lequel j'attends vos réactions pour enrichir notre rapport.